Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. À la une, depuis dimanche, l'Union africaine et la CARICOM tiennent leur deuxième sommet conjoint à Addis Abeba. Les discussions portent sur la justice réparatrice et l'approfondissement des liens économiques, culturels et politiques entre l'Afrique et les Caraïbes. À Yaoundé, une confédération syndicale a présenté un livre blanc adressé aux candidats de l'opposition. Objectif, proposer des réformes majeures pour améliorer la gouvernance publique à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Et puis l'ONU alerte sur un risque de propagation massive du choléra au Soudan qui pourrait toucher jusqu'à 33 millions de personnes, une menace sanitaire dramatique pour une population déjà éprouvée par près de 2 ans de conflit armé. Voilà pour les titres. Mais avant allons en Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 octobre prochain. 5 personnalités seulement ont été retenues. Les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam ont été déclarées irrecevables, tout comme celle de Pascal Affi N'Guessam, faute de parrainage. En revanche, Alassane Ouattara voit valider sa candidature pour un 4e mandat, malgré les contestations de l'opposition. Face à lui, l'ancienne première dame Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon, Awa Melo et Harriet Lagou. Une campagne tendue s'annonce donc, avec un scrutin déjà marqué par les exclusions et les appels à la confrontation politique. La campagne officielle s'ouvrira donc le 10 octobre prochain. Et je le disais en titre, en Éthiopie, l'Union africaine et la CARICOM tiennent depuis dimanche leur deuxième sommet conjoint. Objectif, promouvoir la justice réparatrice et renforcer les liens économiques, culturels et politiques entre l'Afrique et les Caraïbes. Le compte-rendu de ces assises. À Addis Abeba, le siège de l'Union africaine a accueilli ce dimanche l'ouverture du deuxième sommet UA-CARICOM, placé sous le thème Partenariat transcontinental à la recherche d'une justice réparatrice pour les Africains et les Afro-descendants. 4 ans après une première édition virtuelle organisée en pleine pandémie, l'événement se veut cette fois un espace de rencontre physique pour renforcer les passerelles entre l'Afrique et les Caraïbes. Il est conduit par João Lourenço, président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine. Dès l'ouverture, 6 allocutions donnaient le ton, dont 7 du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il a plaidé pour une plus grande mobilité entre les deux régions et pour la mise en place d'un commerce bilatéral structurant. Il a également insisté sur l'importance de l'unité régionale face aux bouleversements mondiaux. En marge du sommet, Abiy Ahmed a aussi rencontré João Lourenço pour un entretien bilatéral. Tous deux ont réaffirmé leur engagement commun en faveur du progrès continental et de la stabilité régionale. Au-delà des discours, le sommet veut inscrire le dialogue sur la justice réparatrice dans une dynamique de coopération concrète. Les débats portent sur la manière de transformer l'héritage douloureux de l'esclavage en un point de coopération transcontinentale. Le but étant de renforcer les liens économiques, commerciaux et culturels entre les deux espaces, mais aussi soutenir les afrodescendants dans leurs revendications de justice et de reconnaissance. Un sommet qui illustre la volonté des deux régions de s'affirmer ensemble sur la scène internationale et d'ouvrir une nouvelle page de partenariat historique. Au Cameroun, une confédération syndicale vient de publier un livre blanc contenant des propositions majeures pour réformer la gouvernance politique, adressée à tous les candidats de l'opposition. La cérémonie de présentation de ce livre blanc s'est donc tenue en plein cœur de la capitale Yaoundé, en présence de nos reporters Valère Bouguet et Roland Ambassa. À quelques semaines de l'élection présidentielle d'octobre prochain, le mouvement syndical camerounais veut faire entendre sa voix dans les débats. Réunis au sein du Cameroun Worker Forums, la CAWOF, plusieurs organisations syndicales ont présenté devant la presse à Yaoundé un livre blanc qui dresse leurs priorités politiques, sociales et économiques. Les revendications essentielles dans ce livre portent sur la liberté syndicale.
qui n'est pas effective au Cameroun, nonobstant le nombre de syndicats qui sont dans notre pays. Il y a des questions de pouvoir d'achat des travailleurs. Vous savez bien qu'au Cameroun, le SMIC est à 43 000. Je vous laisse vous-même deviner le reste. Il y a des questions comment on peut appeler ça, d'institutions, les institutions de la République, qui ne sont pas susceptibles aujourd'hui d'amener du dialogue autour des questions cruciales. Parmi les propositions phares figure la création d'un Conseil national du dialogue social, la réforme des institutions, l'instauration d'un État fédéral ou encore la revalorisation du SMIC. La CAWOF demande aussi la révision du Code du travail et de l'ensemble de la réglementation sur les relations professionnelles. L'opinion nationale et les populations en général pensent qu'il faut un changement au Cameroun. Ça, c'est la première chose. Et s'il faut du changement au Cameroun, ça suppose qu'il faut gagner l'élection présidentielle. Et pour gagner l'élection présidentielle, quel est le contexte dans lequel nous vivons, que ce soit le contexte électoral ou tous les autres contextes qu'on peut prendre en compte? C'est qu'une élection en un tour, en fait, c'est le deuxième tour qui se joue. Il faut donc coaliser. Vous ne coalisez pas, vous ne battez pas celui qui est plus fort que chacun de vous pris individuellement. Le représentant de la candidate de l'UDC, l'honorable Toumaïnou Damjoya, a salué cette initiative qui vise à optimiser l'offre programmatique de l'opposition. Économie à présent au Niger, le gouvernement a annoncé la création d'une nouvelle compagnie aérienne en vue de reconquérir la souveraineté aérienne du pays. En plus d'être un instrument d'expression de souveraineté, la nouvelle compagnie sera une boussole pour le secteur aérien africain afin d'assurer le désenclavement du pays. Reportage. Le gouvernement nigérien a annoncé la création de Niger Air International, marquant une nouvelle étape dans son projet de création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. Selon le rapport du Conseil des ministres, le capital social de cette société d'économie mixte est essentiellement détenu par l'État et d'autres personnes morales de droit public. Mais l'actionnariat est également ouvert au secteur privé. Au titre du ministère des Transports et de l'Aviation civile, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création d'une société d'économie mixte dénommée Niger Air International. Dans la droite ligne de la vision du président de la République, chef de l'État, en son volet développement des bases de production pour la souveraineté économique, l'État a décidé de la création d'une compagnie aérienne nationale dénommée Niger Air International. Le capital social de cette compagnie est essentiellement détenu par l'État et les autres personnes morales de droit public. L'actionnariat est également ouvert au secteur privé. La création de cette compagnie aérienne a pour objectif d'assurer le désenclavement interne et externe de notre pays par voie aérienne et conséquemment contribuera au développement socio-économique du pays. Le Niger a également engagé des pourparlers avec le Maroc pour accompagner ce processus en impliquant l'expertise de Royal Air Maroc. En parallèle, le Niger pilote en commun avec le Mali et le Burkina Faso un plan de création de transport aérien au sein de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso a redonné vie à Air Burkina avec des investissements publics destinés à élargir la flotte, tandis que le Mali a créé Mali Airlines SA, dont le processus d'opérationnalisation est en cours. Des initiatives qui illustrent la volonté des États de l'AES de disposer d'une compagnie aérienne autonome capable de conquérir le ciel africain. Et dans cette même lancée de développement, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a entamé hier lundi une visite de travail de 5 jours aux Émirats arabes unis. Objectif, donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans le cadre du plan de redressement économique et social. Djoubandi Koum à Abu Dhabi, il a été reçu par le président Sheikh Mohammed bin Zayed. Les échanges portent sur la gestion des ressources pétrolières
l'innovation énergétique, le développement urbain ou encore la transformation agroalimentaire. Les Émirats, partenaires historiques du Sénégal, sont déjà très présents dans les secteurs stratégiques comme l'hydrocarbure, infrastructure, énergie solaire et gestion portuaire, à l'image de DP World à Dakar et du futur port de Dayan. On termine au Soudan où l'ONU a alerté sur un risque grave de propagation de l'épidémie de choléra pouvant toucher jusqu'à 33 millions de personnes. Une situation qui pourrait accentuer le calvaire des populations soudanaises déjà marquées par un conflit armé depuis bientôt 2 ans. Le récit. L'épidémie de choléra prend une ampleur dramatique au Soudan, où plus de 2 ans de conflit armé a provoqué l'effondrement du système de santé et des déplacements massifs des populations. Selon l'UNICEF et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 33 millions de personnes, dont 6 millions d'enfants de moins de 5 ans, sont aujourd'hui en danger. Selon l'ONU, la prolifération du choléra au Soudan est alimentée par des conditions sanitaires catastrophiques, un accès limité à l'eau potable, les infrastructures détruites, l'absence de formation hospitalière. Des cas de choléra ont déjà été signalés au Tchad et au Soudan du Sud, signe d'un débordement dans la région. Depuis juillet 2024, plus de 83 000 cas et 2121 décès ont été recensés dans presque toutes les régions du Soudan. Rien qu'en 2025, 32 000 cas suspects ont été enregistrés, causant le décès de 742 personnes. Les camps de déplacés internes comptabilisent 11 500 cas et 165 décès, tandis que les sites de réfugiés dans les pays voisins signalent près de 300 cas pour une vingtaine de décès. Les régions les plus touchées sont le Darfour Nord et le Kordofan, où la violence empêche tout accès régulier aux soins de santé. La saison des pluies, en aggravant les risques d'inondation et de contamination des eaux, pourrait faire basculer la situation dans une crise sanitaire incontrôlable, alertent les agences onusiennes. À Khartoum, où 75% des structures médicales sont hors service, les moyens de réponse sanitaire sont quasiment inexistants. Face à cette urgence, 3 millions de doses de vaccins orales ont été livrées, dont 1,3 million déjà administrées. Au-delà des lignes de front, le choléra est devenu le reflet silencieux de l'effondrement du système de santé soudanais. Une crise où les morts invisibles s'ajoutent à celle d'un conflit armé ravageur qui plonge le pays dans l'abîme et le désespoir. Et c'est la fin de ce journal. Cette pensée de l'ancien président de la Libye, Muammar Kadhafi, pour nous quitter. Conformément à la véritable démocratie, il est injustifiable qu'une classe, un parti, une tribu ou une secte écrase pour ses intérêts propres toutes les autres. Ainsi va l'actualité sur le continent. Ne manquez pas votre émission Décrypter l'Afrique ce soir à partir de 18h30 à GMT pour aller plus loin sur les grands enjeux du continent. De votre fidélité, Madame, Monsieur, merci. À demain pour un nouveau journal.